7 mars 1977. Des ouvriers s'introduisent dans une ancienne filature de Mulhouse. Ce qu'ils découvrent va stupéfier le monde entier. Plus de 400 automobiles de légende, des Bugatti royales valant des fortunes, un trésor secret financé par la sueur d'une vallée entière. Pour comprendre ce trésor, il faut remonter le fil d'une obsession. Remonter jusqu'à Malmersbach, petit village alsacien devenu le cœur d'un empire. C'est ici que deux frères, Fritz et Hans Schlumpf, ont bâti une forteresse industrielle et orchestré la plus grande chasse aux trésors automobiles du XXe siècle. Avant les Schlumpf, un autre empire. 1823, Jacques Hartmann fonde la filature de laine peignée de Malmersbach. En un siècle, la manufacture devient un colosse. 1250 ouvriers, des générations entières y naissent, travaillent, meurent. L'usine rythme la vie du village. Ses sirènes règlent les horaires. Ses cités abritent les familles. Mais en 1935, la Grande Dépression frappe. L'usine vacille. C'est alors que deux frères venus d'ailleurs vont tout racheter pour une bouchée de pain. Fritz naît en 1906 près du lac d'Horta. Hans, son aîné, en 1904. À la mort de leur père en 1919, leur mère Jeanne leur inculque une obsession. Réussir. Venger les difficultés de la famille. Jeanne est la reine-mère intouchable. Hans, le visage public. Fritz, le bras armé, visionnaire, impitoyable, obsédé par le contrôle. Il ne se mariera qu'après la mort de sa mère. Dans les années 1920, Fritz excelle dans le courtage de laine. Il observe, il apprend, il accumule. Son flair pour les cours des matières premières est redoutable. Là où d'autres voient la ruine, Fritz voit une opportunité. En quelques années, les deux frères redressent l'entreprise. Fritz impose ses méthodes, discipline de fer, contrôle absolu. Les 30 Glorieuses. Fritz rachète ses concurrents un à un. De l'Alsace au nord, l'empire Schlumpf s'étend. À la fin des années 50, il emploie près de 3000 personnes. L'argent coule à flot. Les frères possèdent même leur propre vigne en Champagne. Le champagne Schlumpf accompagne leur réception. Mais Fritz a un secret, une passion dévorante qui va consumer toute cette fortune. Tout commence par une Bugatti type 35B. Fritz ne l'achète pas pour la contempler, il la pilote. Course de côte, lacet vosgien, le virus entre dans ses veines. Cette voiture installe en lui une équation indélébile. Bugatti égale perfection. La première pierre d'une obsession qui ne s'éteindra jamais. La guerre met sa passion en sommeil. Mais dès les années 1950, Fritz constate avec effroi que les chefs-d'œuvre de sa jeunesse disparaissent. Les Bugatti, les Hispano-Suiza, considérés comme de vieilles ferrailles, vendus au poids du métal. Pour Fritz, c'est un sacrilège. Sa passion devient une mission de sauvetage. Depuis son bureau, Fritz organise un réseau tentaculaire. Ses rabatteurs, passionnés, garagistes, courtiers, traquent les belles endormies dans toute l'Europe. Dès qu'une voiture est localisée, l'information remonte à Malmersbach. Les transactions se font dans le plus grand secret. Paiement comptant, souvent en liquide. Les vendeurs ignorent qu'ils contribuent à bâtir la plus grande collection du monde. Chaque bénéfice arraché aux ateliers de Malmersbach est secrètement détourné vers un autre rêve. L'usine bruyante n'est que le carburant de l'obsession. 1962. Fritz apprend l'existence de John Shakespeare, riche américain possédant 30 Bugatti, la plus grande collection privée au monde. Fritz négocie pendant 2 ans, critique chaque défaut sur photo, fait baisser le prix.
En 1964, le rachat est conclu pour 85 000 $. Fritz affrète un train complet. 30 Bugatti traversent l'Amérique, puis l'Atlantique. Elles arrivent à Mulhouse dans le plus grand secret. À Mulhouse, Fritz transforme une filature en cathédrale. 17 000 mètres carrés, 800 répliques des lampadaires du pont Alexandre III. Le projet Schlumpfville prend forme dans le plus grand secret. Dissimulé derrière des cloisons, un atelier secret, une clinique pour automobiles. 40 artisans d'élite, la fine fleur de l'artisanat alsacien. Mécaniciens, tauliers formeurs, ébénistes, selliers, peintres. Payés par l'entreprise textile, ils travaillent dans le secret absolu. En 1963, Fritz réalise un coup de maître. Il rachète le stock entier de l'usine Bugatti de Molsheim. Des wagons de pièces détachées d'origine, des moteurs neufs jamais montés, des plans originaux. Avec ce trésor de guerre, ces artisans ne réparent pas les Bugatti, ils les reconstruisent à neuf. Pourquoi cette obsession ? Fritz a rencontré Ettore Bugatti dans les années 30. Il devient son modèle. 2 destins parallèles, nés en Italie à 100 km l'un de l'autre, même prénom du père. Après la mort d'Ettore en 1947, Fritz reste proche de sa veuve. Il fait restaurer ses Bugatti par les anciens compagnons du maître, à Molsheim. Son rêve ultime, racheter le nom Bugatti. Il ne l'atteindra jamais. Au cœur du sanctuaire, les joyaux absolus, les Bugatti royales. Conçus pour les rois, dotés d'un moteur d'avion de 12,7 litres. 6 exemplaires au monde. Fritz en possède déjà 2, dont le coupé Napoléon, la voiture personnelle d'Ettore Bugatti lui-même. Mais Fritz veut plus. Le Roadster Esders, chef-d'œuvre disparu, n'existe plus. Qu'importe, il ordonne sa reconstruction intégrale, plans originaux, pièces de Molsheim, méthode des années 1930. Des milliers d'heures de travail. Fritz ne collectionne plus, il ressuscite. 3 Royales sur 6, la moitié du mythe lui appartient. Dans son coffre-fort personnel à Malmersbach, les enquêteurs trouveront plus tard un objet étrange. L'éléphant de Rembrandt Bugatti, mascotte de la Royale. Fritz le gardait près de lui, comme une relique sacrée. Posséder les voitures ne suffisait pas, il lui fallait l'âme de la marque. Car Fritz a un projet, ouvrir son musée. Les billets sont imprimés, les souvenirs prêts, le restaurant est construit. En 1965, il a déjà dévoilé sa collection à quelques privilégiés. Mais la crise du textile va tout balayer avant l'inauguration. Adossée à l'usine, la villa Schlumpf, lieu de pouvoir autant que lieu de vie. D'un côté les machines bruyantes, de l'autre le silence luxueux des maîtres. Une frontière que les ouvriers ne franchiront jamais. À l'intérieur, une vingtaine de domestiques s'activent. La demeure est remplie comme un œuf. Mobilier, antiquités, bibelots. Pas une poussière tolérée. Le personnel loge sous les toits, dans des dortoirs sans eau courante. Jeanne, la mère, règne en maîtresse absolue. Sa règle, aucune femme n'a droit de séjour dans la villa, sauf elle. Familière ou tyrannique selon les moments. Fritz, après un mariage échoué, restera sous son emprise jusqu'à sa mort en 1957. À Malmersbach, les frères Schlumpf n'ont pas seulement bâti une usine, ils ont créé un monde clos. Une société en vase clos où l'on naît, travaille et meurt sous le regard des patrons. Les cités ouvrières offrent un confort rare pour l'époque. Mais le contrat de travail et le contrat de location ne font qu'un. Perdre son emploi, c'est perdre son toit.
l'épée de Damoclès permanente. Électricité, hôpital, cantine, tout appartient à l'entreprise. Pendant la guerre, les Schlumpfs émettent même leur propre monnaie. L'ouvrier ne peut dépenser son salaire que dans le périmètre patronal. L'émancipation est impossible. Les fêtes de Noël, les médailles du travail, la générosité patronale crée une dette morale. Comment se révolter contre celui qui offre le Noël de ses enfants? Même la forêt leur appartient. Même la mairie obéit. Malmörsbach vit sous un régime quasi féodal. Une prison dorée où le destin de tout un village repose entre les mains de deux hommes. 1973. Le choc pétrolier frappe, l'énergie flambe, la concurrence asiatique inonde le marché, le textile européen s'effondre. À Malmörsbach, les machines n'ont pas été modernisées depuis des années. L'argent a servi ailleurs. Les salaires tardent. Les cotisations sociales ne sont plus versées. Une rumeur circule. Il y aurait des voitures à Mulhouse. Des voitures achetées avec l'argent de l'usine. Personne n'imagine encore la vérité. Juin 1976. 2000 licenciements secs. Pas d'indemnité. La vallée explose. Des centaines d'ouvriers encerclent la villa. Ils coupent l'eau, l'électricité. Pour la première fois de sa vie, Fritz Schlumpf a peur. Il appelle la préfecture, réclame l'armée. Le préfet lui répond « Je ne peux pas garantir votre sécurité, il faut partir ». Le 28 juin, exfiltration sous escorte. Le convoi file vers Bâle. Les frères Schlumpf passent la frontière, s'installent dans un hôtel de luxe. Fritz ne reviendra qu'une seule fois, en septembre 1990. Vieilli, en fauteuil roulant, il traverse une dernière fois les allées de son rêve devenu musée national. Il mourra 2 ans plus tard, en exil. Mais revenons en 1977. Quelques mois après la fuite des patrons, les ouvriers forcent les portes de Mulhouse. 437 voitures, la plus grande collection du monde, financée par leur sueur. La tentation de tout saccager est forte. Mais les syndicats décident, ne rien détruire, montrer au monde. Ce musée, c'est eux qui l'ont payé. Les voitures deviennent des tribunes. Sur chaque capot, une accusation. Sur chaque pare-brise, le prix de l'injustice. Les ouvriers transforment le temple du luxe en réquisitoire social. Le musée des travailleurs ouvre ses portes. Entrée gratuite, guide en bleu de travail. Les ouvriers expliquent la mécanique avec fierté et racontent leur licenciement. L'affaire fait le tour du monde. En 2 ans, 800 000 visiteurs. Mais en 1979, la justice ordonne l'évacuation. Les ouvriers partent. Ils ont révélé le secret au monde. Maintenant, c'est aux juges de trancher. La bataille des tribunaux commence. Les plus grandes maisons de vente aux enchères sont sur les rangs. Christie's, Sotheby's, des collectionneurs du monde entier sont prêts à signer des chèques en blanc. Si la vente a lieu, la collection sera dispersée à jamais. Mais l'État joue une carte décisive. Le 14 avril 1978, la collection est classée monument historique. Plus aucune voiture ne peut quitter la France. Les acheteurs étrangers sont écartés. La valeur marchande s'effondre artificiellement. En 1981, un consortium public rachète la collection pour 44 millions de francs. Les experts l'estiment à 300 millions. L'État a acquis le plus beau musée automobile du monde à prix cassé. Fritz meurt en exil en 1992, convaincu d'avoir été spolié. Son épouse, Arlette,
de 25 ans sa cadette, reprend le flambeau. Elle ne veut pas récupérer les voitures. Elle veut que la justice reconnaisse le vol. La bataille dure des années. En 1998, la Cour d'appel de Paris lui donne raison. La vente s'est faite à vil prix. En 1999, l'État est condamné à verser 25 millions de francs de dédommagement. L'honneur est sauf. Arlette publie ses mémoires, sa vérité. Elle meurt en 2008 à Colmar. Jusqu'à son dernier souffle, elle a refusé de mettre les pieds au musée. Pour elle, ce lieu restera toujours une zone de pillage. Le 10 juillet 1982, le musée ouvre officiellement. Les panneaux de colère ont été retirés. Les voitures sont redevenues des objets d'art. Le plus grand musée automobile du monde. Pendant que Mulhouse hérite du joyau, Malmö-Spack essaye de se reconstruire. Sur l'ancien site, des entreprises se sont succédées avec des fortunes diverses avant de fermer à leur tour. Les cheminées ont été abattues, certains bâtiments démolis. Mais la villa Schlumpf, rebaptisée Villa des Hêtres Pourpres, renaît comme lieu d'événement. Le lieu reste chargé de mémoire. Fritz meurt en 1992, Hans en 1989. Ironie du destin, ils reposent au cimetière de Mulhouse, à quelques centaines de mètres de leur collection. L'affaire Schlumpf est l'histoire d'un transfert de richesse brutal. L'argent de l'industrie textile converti en chef-d'œuvre automobile. Contrairement aux paradis fiscaux modernes, cette fortune détournée est restée matérialisée. En France. Les frères Schlumpf ont été de mauvais patrons, mais d'involontaires bienfaiteurs du patrimoine. L'ironie finale, ce détournement a fini par profiter à la collectivité. L'État a acquis ce trésor à moindre frais. Et les ouvriers de Malmö-Spack en ont payé le prix fort.